Bonjour. Près de 3 Français sur 10 âgés de 18 ans et plus, soit plus de 11 millions de personnes, accompagnent au quotidien au moins 2 fois par semaine un proche fragilisé par l'âge, le handicap ou la maladie et qui ne peut vivre en toute autonomie. L'aidant est celui qui est là pour faire les courses, la toilette, qui va aider ses parents malades, son mari qui a eu un AVC ou son fils handicapé. Il existe bien différents types d'aidants. Dans 58% des cas, ce sont des femmes avec un âge moyen de 49 ans qui trouvent la tâche lourde au quotidien. Un quart des aidants intervient seul et les 3/4 des aidants interviennent en faisant appel à un professionnel, une aide à domicile, des infirmières, une aide ménagère, du portage des repas ou des établissements de jour. Nombreux sont les aidants qui s'ignorent parce que leur engagement est total. Il est filial, amoureux, parental ou amical. Et ils n'imaginent pas que cela relève d'un cas particulier et que cela justifie d'en faire état. De ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier des appuis matériels et humains dont ils pourraient disposer. Ils peuvent être fragilisés par leur situation. Les aidants ont besoin d'un soutien financier, d'un soutien moral et psychologique, d'information et de formation. Alors, quels sont les dispositifs existants, les structures pouvant les aider? C'est tout l'enjeu de cette conférence aujourd'hui, organisée par la ville de Marseille et la division senior, sur la question essentielle des aidants et des dispositifs. Pour nous aider à mieux comprendre les services en faveur des aidants, plusieurs intervenants sont avec nous. Je vais donc vous présenter les intervenants ici présents. Donc, on a tout d'abord le CGD, le Centre de gérontologie départementale, avec Madame Tomassini, qui est cadre socio-éducatif. Nous avons également l'association A3, qui est présente aujourd'hui, avec Madame Dupré, qui est directrice de l'association. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous, Madame Dupré, ainsi que Monsieur Berner, qui est psychologue au sein de l'association A3. Bonjour. Nous avons également avec nous la Compagnie des aidants, avec Madame Culac, qui est la fondatrice de l'association. Bonjour. Et puis, nous terminerons notre conférence avec l'Université d'Aix-Marseille, qui est également présente avec nous, avec Madame Capellari, qui est co-responsable du diplôme interuniversitaire créé pour les aidants. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on va d'abord faire une présentation générale de l'ensemble des structures ici présentes, qui va nous présenter donc ses missions et ses objectifs. Donc, tout d'abord, Madame Tomassini. Donc, Madame Tomassini est cadre socio-éducatif. Elle est responsable d'une équipe donc, de 4 assistantes sociales et elle travaille avec un public de plus de 60 ans. Et essentiellement, vous travaillez au Centre de gérontologie départementale. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et ses principales missions? Bien sûr. Donc, le Centre gérontologique départemental est le seul établissement de santé publique spécialisé en gériatrie sur l'agglomération marseillaise. Il réunit l'ensemble des offres de soins gériatriques, qu'il s'agisse du secteur sanitaire ou médico-social. C'est un centre qui assure une mission de service public au sein du territoire de santé de la région PACA. Il met à disposition l'expertise gériatrique d'équipes médicales et pluridisciplinaires dont les objectifs sont d'offrir des soins adaptés et une prise en charge de qualité dans le cadre d'une simple consultation gériatrique, d'une hospitalisation de jour, d'un séjour de courte ou de longue durée. D'une capacité totale de 600 lits, il intervient dans le secteur du soin, de la prévention, de l'accompagnement, de la recherche et de l'enseignement. Il est également présent dans le maintien à domicile et dans l'hébergement des personnes âgées. Il est composé d'un hôpital qui comprend 2 unités de court séjour et de moyen séjour gériatrique et Alzheimer, 3 unités de soins de longue durée. 3 pavillons constituent la partie établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, donc EHPAD, et une plateforme regroupe tous les services d'alternatives visant à favoriser le maintien à domicile, à savoir un hôpital de jour neurogériatrique, un service de consultation, 2 accueils de jour, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'hospitalisation à domicile, une équipe spécialisée Alzheimer, une équipe mobile de soins palliatifs, une équipe mobile de cognition et de comportement et un service de répit.
La palette d'offres de soins témoigne de l'expertise de la structure et de la complexité des situations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment vous allez intervenir? Alors, la rencontre avec le travailleur social en gériatrie, la personne âgée et l'aidant, se produit le plus souvent dans une situation de rupture. Il peut s'agir d'une simple hospitalisation, d'un accident domestique, d'une chute, du décès du conjoint qui va modifier la systémie familiale, intégrant une nouvelle réalité ou responsabilité pour l'enfant unique, la fratrie ou l'enfant qui sera désigné. Ça peut être aussi l'annonce d'un diagnostic, une maladie neurodégénérative, un cancer, un épisode aigu, une violence qui va être subie par l'aidant, une errance, une fugue. Ça peut être aussi l'épuisement de l'aidant, conduisant parfois à des situations de négligence, de maltraitance, voire parfois à des conduites suicidaires. À noter que la crise sanitaire assortie des mesures de confinement et de réduction des espaces d'accueil, de soins, de répit, a eu un effet extrêmement délétère sur ce binôme aidant-aidé. Il s'agit dans tous les cas d'un élément qui va témoigner d'une fracture, d'un avant et d'un après, et d'un quotidien qu'il va nous falloir réinventer. L'objectif du travailleur social est avant tout de renforcer et de construire un projet de vie avec le patient, en articulant son désir avec la réalité de son environnement et en garantissant ses besoins fondamentaux. Cette définition présuppose évidemment que les personnes ont la possibilité de s'engager en tant que personnes libres et conscientes, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette question de l'éthique dans l'accompagnement en gérontologie est particulièrement exacerbée dans le cadre de la prise en charge des personnes souffrant de pathologies neurodégénératives ou lorsque la pathologie induit une dépendance sévère. Dès lors, la place du proche, de l'aidant, son discours, sa posture, sa fragilité, sa résistance, son intérêt, son propre état de santé, ses décisions vont alimenter, conduire et construire notre réflexion pour ce troisième élément qui reste bien entendu le centre de notre prise en charge, à savoir le patient. L'émergence, la chronicité, la fulgurance de la pathologie va provoquer un séisme sur ce binôme conjoint-enfant ou conjoint-fratrie ou personne de confiance. La maladie va redistribuer les cartes, les places, les liens de codépendance. Elle provoque une onde de choc en fragilisant le patient et l'aidant, et nous ne pouvons évidemment pas considérer notre action sans qu'elle soit solidaire de ce binôme. Merci à vous, Madame Tomassini, pour cette présentation. Nous allons maintenant donner la parole à l'association A3. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter les missions et les objectifs de votre association? Alors, en quelques mots, donc l'association A3 a été créée en 2006 à Marseille. Elle est initialement et toujours dédiée uniquement à la prise en charge de l'aidant. Donc, nous intervenons sur le territoire de Marseille, puis sur le territoire d'Alcamargue. Nous avons 2 centres importants. Nous avons un centre expert autour duquel nous développons des conférences, le Aller Vers, les partenaires. Nous avons développé des projets communs avec Anaël notamment. Et puis, nos plateformes de répit. Alors, nos plateformes de répit, elles ont vraiment des missions très, très précises puisque nous dépendons de l'ARS. Donc, le repérage de l'aidant, aller vers les aidants. C'est pour ça qu'on est toujours très heureux, comme des structures comme vous nous donnez un petit peu l'occasion de nous rencontrer. Première mission, sortir l'aidant de son isolement. Ce que vous évoquez, Madame Tomassini, nous le vivons quotidiennement. Autre mission phare de A3, préserver la santé de l'aidant, puisque nous savons qu'un aidant qui est en bonne forme, le dispositif d'accompagnement de l'aidé sera largement bénéficiaire. Le rôle de l'aidant, c'est le rôle qu'apportent chez nous les psychologues. Monsieur Berner vous en parlera précisément. L'aidant doit s'accorder du répit, doit travailler cette notion de culpabilité qui le mine, et enfin le lâcher-prise. Alors, comment chez A3 nous accompagnons nos aidants? Le premier contact, il est souvent téléphonique, et puis nous accordons un rendez-vous, un entretien individuel. Cet entretien individuel, chez nous, il est double. Le premier, il est réalisé par une responsable d'accompagnement et nous évoquons avec l'aidant sa situation, si je puis dire, sociale, comment il gère son quotidien à la maison, si les aides à domicile qu'il a correspondent à ses besoins, si les parcours de santé de l'aidé sont respectés, si on peut améliorer les plannings, si on peut améliorer les aides en cours.
Deuxième partie de cet accompagnement, toujours individuel, le rôle des psychologues. Ils interviennent très vite. Nous accordons jusqu'à 3 entretiens individuels par aidant, puisque nous pensons qu'après, c'est plutôt de l'ordre des thérapeutes de ville qui prennent le relais. Donc les psychologues font un travail très précis avec les responsables d'accompagnement pour faire comprendre à l'aidant le sortir de son isolement et lui faire comprendre son rôle d'aidant, son véritable statut et la place qu'il doit prendre par rapport à son aidé. Alors nous proposons dans cet accompagnement, une fois que la partie individuelle est un petit peu élaborée avec l'équipe pluridisciplinaire, un accompagnement collectif. Nous savons que nous devons resociabiliser l'aidant. Alors pour cela, donc, nous proposons les groupes de parole sont organisés par les psychologues de A3. Il y en a 3, je crois, actuellement en cours. Ils sont en limité dans la durée, puisqu'ils peuvent durer de 4 à 6, 8 semaines. Nous proposons des formations. Alors les formations des aidants, ça va être des formations aux maladies neuro, qui sont très utiles pour nos aidants, puisqu'ils ont toujours besoin d'informations pour mieux comprendre la pathologie, mieux se situer par rapport à l'aidé. Des formations sur la santé, la prévention de la santé de l'aidant. Des formations aussi qui sont un peu spécifiques, qui concernent le nouveau rôle de l'aidant. Le jour où malheureusement le maintien à domicile n'est plus possible, il faut envisager une institution, souvent chez vous d'ailleurs, le CGD. Et puis nous proposons beaucoup de sophrologie. Les aidants sont très friands de sophrologie. Des conférences aussi, quelquefois en virtuel, d'autres fois en présentiel quand la pandémie nous améliore la possibilité. Et puis au moins une activité de répit par mois. Voilà. Donc ces activités sont diverses, elles évoluent en fonction de la saison, beaucoup d'activités culturelles, des petits repas au restaurant. Alors la pandémie nous a forcément bouleversés. Nous étions repositionnés en virtuel, toujours pour essayer d'être au plus près des besoins de nos aidants. Maintenant, les besoins sont friands de rencontres, dont nous organisons des petits groupes. Et maintenant, très souvent, quand nous faisons une sortie, nous sommes obligés de la dédoubler pour accueillir 8 à 10 aidants, pas plus. Voilà. Donc voilà le gros de nos missions. Sachez bien que chaque parcours chez A3 est spécifique, sans limitation de temps et de durée. Et c'est totalement gratuit. Voilà. D'accord, merci. Merci Madame Dupré. Nous allons maintenant donner la parole à la Compagnie des aidants avec Madame Culac. Donc Madame Culac, vous êtes la fondatrice de l'association, vous êtes membre du collectif Je t'aide, vous êtes créatrice de la caravane pour tous les aidants et vous êtes actuellement installée au Quai des Belges à Marseille pour 3 jours et vous faites régulièrement le Tour de France avec votre caravane pour les aidants. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association et puis ensuite on reviendra bien évidemment au cours de la conférence sur la caravane de tous les aidants. Donc, merci de me donner la parole. Je suis ravie d'être avec vous et d'être à Marseille depuis hier et jusqu'à demain avec ma caravane Tous Aidants. Donc, en fait, j'ai fondé la Compagnie des aidants à la suite d'une expérience d'aidante. La Compagnie des aidants, c'est un réseau social d'entraide et d'échange. En fait, je rencontrais beaucoup d'aidants qui n'habitaient pas sur le même territoire que leurs proches. Donc, j'ai développé la paire aidance. L'idée, c'est que cet aidant va sur notre réseau d'entraide, il tape un code postal et il est mis en relation avec un autre aidant sur le territoire où cet aidant a un proche. Et là, ils vont s'entraider, c'est-à-dire, est-ce que tu connais un kiné qui se déplace à domicile? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quelles sont les structures qui peuvent m'aider sur le territoire? Ça, c'est la première fonctionnalité en fait de notre réseau d'entraide. Et puis, au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte que les aidants devaient réaliser des gestes techniques sans savoir le faire. Donc, on a créé une plateforme de formation en ligne avec des petits tutos très simples où ce sont des petites vidéos qui vous expliquent comment utiliser la personne, comment faire un transfert, comment relever quelqu'un qui a chuté. Donc, il y a 18 tutos. Cette année, on va en développer 9 de plus grâce à nos partenaires. Donc, ça, c'est le cœur du réacteur. Et puis, il y a environ 4 ans, oui, c'est la 4e année d'ailleurs que nous organisons des tournées, il y a 5 ans, j'ai eu cette idée d'aller au-devant des aidants parce que je me rendais compte que beaucoup d'aidants ne s'identifiaient pas comme aidants et qu'il y avait aussi beaucoup de structures sur les territoires qui proposaient des solutions que les aidants ne connaissaient pas. Donc, on a commencé à organiser des Tours de France. Cette année, nous aurons installé notre caravane
sur 21 sites, 21 villes de France qui nous ont accueillis. Merci Marseille d'ailleurs de nous accueillir pour ces 3 jours. Dans notre caravane, vous avez des assistantes sociales qui sont là pour répondre aux questions des aidants qui se présentent et qui sont des assistantes sociales du territoire, donc ils connaissent très très bien toutes les structures disponibles. Et puis, nous invitons des structures locales à être à nos côtés pour, en fait, gagner en visibilité. Parce que souvent, les aidants nous disent « Ah, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas, ah, très bien, etc. » Donc là, l'idée, c'est de, pendant 3 jours, en fait, que tout le monde se mobilise autour de ce sujet, présente ce qu'il fait et, bien évidemment, de répondre aux questions des aidants. Vous avez effectivement parlé du collectif Je t'aide que j'ai présidé durant 5 ans. Là, j'ai laissé ma place de présidente cette année. Donc, c'est un collectif qui se mobilise pour faire avancer la cause des aidants. Je peux dire que notre collectif est à l'origine du plan Agir pour les aidants, puisque en son temps, Agnès Buzyn nous avait demandé d'organiser un débat. Dans le cadre du grand débat, nous avons remis 21 propositions au gouvernement qui en a retenu un certain nombre. Et donc, nous militons pour le droit des aidants pour faire avancer cette cause. Et j'ai été nommée cette année au Conseil économique, social et environnemental, dans le groupe Famille, dans la commission travail, pour toujours faire avancer la cause. Parce que les aidants, il faut le voir aussi, ne sont pas que l'époux ou l'épouse d'une personne âgée, c'est le fils, c'est la fille, c'est la nièce, c'est quelqu'un aussi qui peut être actif et qui a besoin de concilier toutes ses vies, vie professionnelle, vie familiale, rôle d'aidant. Donc vous voyez l'importance. Donc, tous ceux qui veulent venir encore sont les bienvenus sur notre caravane qui est des Belges, comme vous l'avez dit, jusqu'à demain soir. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, une question importante, quel est le quotidien de l'aidant et quels sont ses besoins? Madame Tomassini, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses, comment la rencontre aussi se fait entre le travailleur social et l'aidant? Voilà, on vous écoute. Donc, au cours de l'entretien, il s'agit désormais pour nous, avec l'aidant, de communiquer sur ce qui lui semble être incommunicable, de nous dire comment il se reconstruit, comment il se construit, comment il peut décrire son quotidien singulier avec tous ces repères qui ont volé en éclats. L'aidant est souvent dans un mouvement pendulaire. Il oscille entre parfois le déni et une forme d'héroïsme, de l'épuisement, de l'abnégation, de la résistance, de la culpabilité, de l'incompréhension, du professionnalisme ou parfois un sentiment d'incompétence. Le travailleur social doit alors construire un échafaudage pour suppléer aux défaillances du patient tout en accompagnant l'aidant, réajuster son plan d'aide en fonction du rythme et des évolutions de la pathologie. Il doit répondre aux besoins du patient, mais également distinguer ce qui est de l'ordre du faire pour, du faire avec, du laisser faire, au gré d'une pédagogie en perpétuelle construction et tenter d'intégrer dans ce huis clos des aidants professionnels. L'aidant, comme vous le disiez, endosse tour à tour plusieurs rôles. Il peut être le conjoint, il peut être l'aidant, il va être le soignant, le rééducateur. Il va aimer, soigner, expliquer, interpréter, diagnostiquer, réconforter, gronder parfois. Il nous dira d'ailleurs « je suis la personne qui le connaît le mieux ». Jusqu'à ce que, confronté à ses propres limites physiques, psychologiques, organisationnelles, affectives, étant ou s'étant volontairement isolé, pas ou peu informé, épuisé et impuissant, il se tourne vers un professionnel ou une structure lui propose une écoute active inespérée. Il peut alors formuler et réclamer de l'aide dont il a besoin pour pouvoir continuer à maintenir la personne dans son domicile, retarder ou éviter son hospitalisation, préparer parfois l'institutionnalisation dans de bonnes conditions. Il cherche avant tout une reconnaissance, une validation et une issue à sa situation. Alors, est-ce que vous avez un questionnement précis ? Comment vous faites exactement ? On déroule un petit peu toujours le même fil. Donc, le travailleur social doit répondre à plusieurs questions. Quels sont évidemment les besoins des patients ? Donc, ces besoins sont prédéterminés après la concertation avec le médecin. Quelles sont les ressources de l'aidant, ses capacités, ses attentes, ses limites ? Quelles sont ses obligations aussi ? Puisque, comme vous le disiez, on a des aidants qui sont des personnes jeunes, qui sont encore des personnes actives, qui ont des professions, qui ont une vie de famille. Quelle est la nature véritable de leurs besoins ? Il y a souvent une distorsion entre le discours, la réalité
et parfois un discours implicite qu'il nous faut arriver à décoder. Quels sont les bénéfices, les risques, les dangers parfois de ce maintien à domicile? Où nous allons nous placer en tant que professionnels? Quelles sont les limites que nous allons imposer? Est-ce qu'il y a une mise en danger du patient? Et parfois, est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger de l'aidant lui-même dans certaines situations? On doit alors lui donner une organisation cohérente et pertinente. On va lui apporter avant tout un soutien administratif, organisationnel, financier et technique, sachant que plus de 90% des aidants ont dû rectifier totalement l'organisation de leur vie au décours d'une prise en charge. Alors justement, face à cette question des besoins du quotidien, les associations sont là, elles sont présentes. Comment l'association A3 vous êtes emparée de cette question du quotidien et des besoins? Voilà, je pense que les besoins, comme vous disiez, madame, ce sont totalement évolutifs. Le parcours de l'aidant, il est quand même collé au parcours de santé de son aidé. Vous avez évoqué tout à l'heure quelquefois des pathologies qui évoluent très vite, d'autres c'est beaucoup plus long, donc l'impact psychologique est forcément totalement différent. Donc la responsable d'accompagnement, qui a une fonction sociale, fait un point précis et de temps en temps, nous savons qu'il y a des familles où maintenant les nuits deviennent ingérables, donc nous sommes obligés d'envisager des gardes de nuit. Je dirais que la vie quotidienne d'un aidant, elle est quand même forcément différente quand l'aidant est actif ou quand il ne travaille pas. Alors pour les aidants actifs, c'est vraiment un triple rôle qui conjugue, leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur rôle d'aidant. Pour la majorité des aidants, c'est quand même une angoisse permanente que d'être aidant, un épuisement, un isolement, une culpabilité, une peur, bien sûr. Donc là où vraiment on a compris combien les besoins étaient évolutifs et combien on se devait d'être tout le temps à l'écoute et le plus réactif possible par rapport à nos aidants, je pense que ça a été pendant la pandémie. Pendant la pandémie, à 3, on est allé au-devant des aidants. Je crois qu'on en a appelé plus de 1000 ou 1500. Et on a fait une analyse assez précise et les chiffres nous ont vraiment interpellés. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les aidants qu'on considérait comme fragiles, M. Bernard expliquera ce que c'est qu'un aidant fragile, qui représentait précédemment 2% de nos aidants accompagnés, ça a basculé pendant la pandémie à 30%. Et cette note que nous avons faite, on l'a fait remonter à nos tutelles en expliquant notre situation et notre inquiétude. Et l'ARS a été très réactive et nous a accordé une dotation spéciale qui concerne le temps libéré. Alors le temps libéré, c'est un accompagnement précis que nous pouvons mettre en place pour nos aidants fragiles. Voilà. C'est-à-dire que nous devons aller vers eux encore plus précisément, les appeler encore plus que d'habitude et leur proposer des solutions de répit adaptées. C'est-à-dire qu'il va y avoir le kiné, le sophrologue qui ira à domicile si l'aidant ne peut pas sortir. On va mettre en place une garde à domicile pour que l'aidant puisse de temps en temps se libérer. Donc on fait vraiment un choix spécifique pour caler aux besoins les plus près de nos aidants. Et ça, je crois que la pandémie, ça nous a permis d'être très réactifs, encore plus. Voilà. Oui, c'est sûr. Et pour la compagnie des aidants? Eh bien, moi, je dirais que je ne vais pas répéter ce qui a été dit, parce que je suis tout à fait en phase avec les précédentes interventions. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que souvent, très souvent, aider, c'est aimer son proche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. On aide son mari, on aide son enfant, enfin son père, sa mère, etc. Parce qu'on a de l'amour. D'accord ? Et on a envie souvent de rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné quand nous étions enfants. Et je leur dis souvent, mais ce n'est pas une raison pour en perdre la vie. Parce que d'où, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est... je vais vous donner des exemples parce que moi, j'aime bien parler de choses concrètes et puis je rencontre des gens, donc carrément, c'est ça qui est plus intéressant. Un jour, un monsieur vient me voir et me dit, voilà, eh bien, moi, j'ai voulu tuer ma femme. Donc, j'ai pris ça directement dans l'estomac et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez me raconter? Il me dit, en fait, ma femme avait la maladie d'Alzheimer. Elle criait toute la journée et je voulais la garder à domicile et je ne savais plus quoi faire. J'avais très peu d'aide et donc un jour j'ai sorti la carabine, je me suis dit je vais la tuer et après je vais me tuer et comme ça on n'en parlera plus. Ce qui les a sauvés, c'est que l'infirmière qui passait au quotidien avait bien vu que ça n'allait pas. Donc elle est passée exceptionnellement les voir et elle a bien vu la situation, donc elle a appelé la fille et l'épouse a été placée en établissement et monsieur a pu continuer sa vie, mais ça s'est conclu en me disant, vous savez, je vais voir ma femme tous les jours
en EHPAD parce que je l'aime. Donc, si vous voulez, moi, quand je donne cet exemple, je montre juste un point important, c'est qu'il y a une question d'identification, de repérage, de plan d'aide insuffisant, de répit à financer, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à ces situations de vie. Vous avez une autre dame comme ça. Donc, c'est son fils qui vient me voir et qui me dit, voilà, maman vient de mourir d'un cancer du pancréas. Papa est pas Alzheimer, Parkinson. Voilà. Donc, maman n'a pas voulu se soigner parce qu'elle s'occupait de papa et que papa était prioritaire. Donc maintenant, on se retrouve avec papa sur les bras. Alors ça, c'est aussi un cas où l'aidante de ce monsieur malade est au cœur du parcours de santé de son mari. Donc elle se pense indispensable, elle est là pour l'aider, pour le soigner, et elle met de côté sa propre santé. Et nous avons beaucoup d'aidants qui repoussent, voire renoncent à leurs soins dès lors qu'ils s'occupent d'un proche malade. Et ça, c'est aussi un vrai sujet à identifier, parce qu'il ne faut pas que les aidants se retrouvent dans cette situation à mourir avant la personne qu'ils accompagnent. Et les gériatres que nous rencontrons dans les hôpitaux où on installe notre caravane nous poussent un cri d'alarme qui est ce cri de dire « Attention, nous avons aujourd'hui des personnes âgées, aidantes, qui donnent tout pour leurs proches et qui meurent avant ce proche. » Donc nous, notre sujet, c'est vraiment de sensibiliser les aidants à ce qu'ils ne s'épuisent pas et qu'ils prennent leur santé à bras-le-corps. Vous savez, on prend toujours cette image, vous savez, dans l'avion, quand vous prenez l'avion, on vous dit mettez le masque avant de le mettre sur le visage de votre enfant. Eh bien, c'est ça, être aidant. Penser à soi pour pouvoir accompagner le plus longtemps possible ce proche fragilisé. Encore faut-il qu'il soit suffisamment accompagné par toutes les solutions qui sont mises en place sur les territoires. Bien sûr. Alors, on parlera un petit peu plus tard des solutions, bien évidemment, parce que je pense que vous en avez à nous proposer. Je reviens vers l'association A3 et Madame Dupré. Est-ce que Madame Dupré, vous auriez aussi des situations pratiques, des exemples pratiques à nous présenter? Nous avons vécu des situations très difficiles. Nous avons malheureusement chaque année des aidants qui partent avant nous aider. Et nous avons aussi énormément d'enfants qui perdent un proche et qui viennent nous voir désemparés. Papa est parti, c'est maman qui était malade, on n'a rien compris. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que nous vivons assez souvent. Là, je vais vous situer une histoire, un cas pratique que nous avons vécu l'année dernière au sortir de la pandémie. Nous avons vu arriver un monsieur qui avait une 50aine d'années, un professeur aidant actif, qui était vraiment très désemparé par sa situation, puisqu'il venait de se rendre compte qu'il avait perdu son père récemment. Son père vivait dans le Gers. Et puis, il avait été alerté un peu rapidement parce que la maison où vivait sa maman, qui était atteinte d'Alzheimer, et son frère, schizophrène, malade plus, comme on peut dire, avait pris feu. Donc lui, l'aidant, il est parti dans le Gers, et puis généreusement, comme beaucoup d'aidants, il a récupéré les deux, sa maman et son frère, et il les a installés avec lui, chez lui. Sauf qu'il habitait un T2, donc voilà. Et moi, la première fois que je l'ai reçu, il était d'une culpabilité folle, parce qu'il me disait, mais vous vous rendez compte, j'ai préservé ma chambre, et je les ai installés tous les deux dans le salon. J'ai dit, mais écoutez, vous avez fait, c'est votre réseau d'être un peu tranquille parce que vous avez quand même votre vie personnelle. Et donc, il n'y avait aucune mesure d'accompagnement qui était mise en cause. On ne pouvait même pas faire un dossier à pas puisque les papiers avaient brûlé. Donc là, quand il nous arrive des situations aussi lourdes, on a besoin de nos partenaires. C'est en cela que les partenaires sont indispensables et que nous avons heureusement des réseaux Maya, des pôles info qui sont là, qui nous aident et qui nous permettent d'améliorer ces situations rapidement. Ensuite, on a mis en place une solution d'accueil de jour pour le frère. On a géré un peu ses problèmes de nutrition puisqu'il avait des gros soucis. On s'est occupé de sa maman sur un plan Alzheimer. On lui a trouvé un espace en accueil de jour, ce qui a été quand même une solution d'attente pour l'aidant et qui permettait d'avoir un peu d'espace pour lui. Et puis, on a surtout l'aidant, on l'a orienté vers des entretiens avec nos psychologues. Et ensuite, il a participé à un groupe de parole avec nous et de temps en temps, à des activités de sortie. Mais ça, c'est un monsieur qui vraiment était courageux parce qu'il voulait maintenir sa vie professionnelle. Il était prof quand même. Il avait quand même un enfant de 15 ans dont il fallait qu'il s'occupe. Et la vie l'a submergé comme une vague, quoi. Et ça, ces situations-là, comme dit Mme Culac, on les a très très souvent, nous. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont des vrais guerriers. Oui, c'est des situations difficiles.
à la fois pour l'aidant et puis pour l'aider également. Je reviens vers vous, Madame Culac, avec la compagnie des aidants et la caravane des aidants. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez des témoignages aujourd'hui sur la ville de Marseille ou dans d'autres villes? Oui, oh mon Dieu, j'ai écrit un bouquin qui est sorti en début d'année, vous voyez, qui... Donnez-nous la source, comme ça, on pourra le lire avec grand plaisir. Et donc, du coup, oui, ça fait 4 ans qu'on tourne, ça fait plus de 40 villes où nous nous sommes installés, où nous avons rencontré énormément d'aidants, de structures, où on a fait beaucoup d'orientations. Les cas sont souvent des cumulardes, je les appelle les cumulardes, c'est-à-dire des femmes, comme vous disiez, qui ont un enfant en situation de handicap, un mari malade, des parents âgés, une sœur schizo, etc., et qui gèrent tout ce monde et qui sont un peu submergés, comme vous le disiez très justement, parce que c'est compliqué, beaucoup de paperasse, parce qu'on est dans un pays où il faut faire énormément de dossiers, que ce soit pour une demande d'APA ou à la MDPH, avec la complexité de rentrer dans l'intimité de son proche pour aller chercher tous les documents, remplir les dossiers, les envoyer, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, des cas voilà, de personnes qui cumulent plusieurs situations, donc qu'il faut poser, écouter, réconforter, souvent consoler, pour lesquels il faut diminuer la charge, la culpabilité, parce qu'il y a énormément de culpabilité chez nos aidants. Ils n'en font jamais assez. Ils se sentent... Comme eux sont bien, ils se disent bon bah allez, j'y vais à fond, je vais aider mon parent, mais malheureusement pour beaucoup ils s'épuisent. Nous, ce qu'on repère aussi, c'est les trous dans la raquette. C'est-à-dire que notre mission, c'est aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur des territoires où on se rend compte qu'il y a un manque dans un domaine en particulier, plus lié au handicap, je dirais, qu'au grand âge, parce que les collectivités locales ont quand même mis énormément de choses en place. Vous le disiez, CCS, CLIC, Pôle Géronto, Maya, il y a beaucoup de points d'information. Peut-être parfois même trop peut-être, puisqu'on se rend compte aussi que les aidants aimeraient avoir un guichet unique. Mais bon, arrêtez-moi parce que je suis capable de parler encore longtemps. Hein. Donc, je suis hypnotisée, je vous écoute. Oh, nous vous écoutons tous d'ailleurs. Donc, nous, depuis 4 ans qu'on a mis en place la caravane, c'était vraiment l'idée d'aller au-devant des aidants pour qu'ils s'identifient comme aidants, de faire de la pédagogie, de faire de la prévention, parce que on a parfois des gens qui viennent et qui nous disent « Vous faites quoi? C'est quoi aidant ?» Alors, on leur dit « Voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Ah, alors c'est peut-être moi. » Et tout à coup, on les fait parler et on se rend compte, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont aidants et qu'ils peuvent actionner des dispositifs. Et nous avons comme partenaires des groupes de protection sociale aussi, et ça je tiens absolument à le dire face caméra, il faut absolument demander à vos caisses de retraite qui ont mis en place un tas de choses, des solutions pour vous aider, parce que les aidants ne le savent pas. Donc nous, notre idée aussi, c'est de leur donner ces informations pour qu'ils soient bien au courant de tout ce qui existe. Merci. Alors, comment travaillez-vous ensemble, en fait, sur un territoire? Ça aussi, c'est important. Comment, par exemple, le centre, le CGD 13, Madame Tomassini, comment travaillez-vous, par exemple, avec l'association A3 ? Voilà, vous êtes toutes les deux structures présentes aujourd'hui. On est partenaires et complémentaires dans les deux sens. Tout à fait. Voilà. Nous, c'est vrai que la porte d'entrée pour nous, c'est le soin avant tout. C'est l'aspect médical, c'est la pathologie qui fait la rencontre. Donc après, on est un établissement, comme je l'ai expliqué, qui dispose d'une palette assez riche et vaste. Il y a toujours des maillons manquants à la chaîne. Et puis, on a une expertise dans ce domaine médical. Et je crois qu'il y a des associations comme A3 qui font très bien le lien avec la vie. La grande complémentarité, vous êtes dans le soin et à 3, nous sommes dans le prendre soin.
Voilà. Donc, on a un rôle double les partenaires ont double rôle chez A3. Vous nous repérez des aidants, vous nous les signalez, nous on les accompagne. Et très souvent, par contre, nous on a besoin de vous pour trouver une solution, puisque vous avez la chance d'avoir un panel complet de prise en charge, les accueils de jour, le relayage à domicile. Enfin, vous avez quand même énormément de solutions. Donc, je crois que l'avantage sur des grandes villes, c'est vrai, madame, que la disparité des territoires, on le sent quand même, puisqu'on intervient aussi sur Arles. Donc, il y a quand même des réseaux de partenaires qui travaillent ensemble, qui se connaissent et qui, je trouve, arrivent quand même pendant la pandémie. Ça a été notoire. Là, on a fait on a noté, nous aussi, tout à fait. C'est qu'effectivement, il y a eu des situations qui étaient déjà critiques tout à fait. avant et qui sont devenues explosives avec des conduites, véritablement, je l'ai indiqué précédemment, des conduites à risque, des passages à l'acte, enfin, des choses vraiment dramatiques, où effectivement, heureusement qu'on avait ce maillage-là et ce réseau, parce qu'on a essayé de maintenir voilà, les... C'est-à-dire qu'une famille qui est accompagnée par l'aspect sanitaire et par A3, c'est un bon complément parce que c'est quand même pas le même regard. Voilà. Je pense que c'est quelquefois aussi plus facile pour un aidant de venir se livrer dans une structure qui lui est uniquement dédiée qu'auprès d'un psychologue qui va d'abord s'occuper en priorité de son aidé. Le rôle est différent. Ce que dit Mme Culac, elle a raison. Les aidants, ils ont besoin qu'on aille vraiment vers eux et qu'on repère très vite leurs besoins, leurs attentes. Oui, et puis nous, notre mission, elle est quand même, commandée, limitée dans le cadre de la fonction hospitalière. Hein. Donc, il y a un moment où on est bien obligé de passer le relais. Il ne s'agit pas simplement d'envelopper la prise en charge à un instant T et puis après pour à nouveau abandonner les gens. Donc, on a cette obligation, ce devoir de passer le relais. Et on passe ce relais sur des associations comme les vôtres pour s'assurer d'une veille sociale, une veille bienveillante, d'une mise en alerte sur des situations et faire des allers-retours de l'un vers l'autre en fonction des réajustements et des événements qui vont venir un petit peu marteler malheureusement ces vies, quoi. Alors, Madame Tomassini, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Alors, je vais être assez succincte parce qu'on a déjà fait on a pas mal avancé sur ce sujet. C'est vrai que nous, ce qu'on propose majoritairement, évidemment, c'est un temps de répit. On sait que ce temps est nécessaire. Il y a plus de 50% des aidants qui vont se sentir limités dans leur liberté d'agir, prisonniers d'une relation d'interdépendance, qui ont dû renoncer à du temps pour soi. Et comme vous le disiez très justement, on sait très bien que ce maintien à domicile n'est rendu possible que par la présence de cet aidant. Donc, on a ce devoir de le protéger, parfois même de le protéger de lui-même et de lui permettre d'accepter d'avoir ce temps libre. Donc, on va mettre en place des structures que je développerai après pour pouvoir lui accorder ce temps de répit. On a aussi ce devoir d'information et aussi d'orienter vers une formation. Donc l'information, on donne une information qui est ponctuelle, qui est sur ce temps de l'entretien, mais ensuite qui va être aussi accompagnée et relayée vers les associations. On propose un accompagnement psychologique. Il y a des consultations qui sont des consultations d'aide aux aidants dans l'établissement, mais qui là aussi nécessitent un recours à la ville. Donc, on va faire aussi cette passerelle, sachant qu'on avait fait une petite étude en interne. On a 37% quand même des aidants naturels qui ont eu recours à un traitement du fait de la maladie de leur conjoint. Donc, c'est quand même assez important. Et parfois, malheureusement, on doit statuer sur une décision de placement qui va devenir nécessaire. Alors là, on va faire un peu un travail qui semble être contre les dents, mais en fait qui est en sa faveur, parce qu'il y a tellement de culpabilité, il y a une charge émotionnelle qui est tellement lourde, il y a tellement, parfois pour eux, un rapport à l'échec. Ils vivent le placement comme non pas une fin, mais un échec, où on est obligé presque pour les déculpabiliser, de leur témoigner, de leur montrer, de les autoriser à être dans cette passation et leur faire comprendre que le placement, non, c'est pas un échec, c'est une nécessité à un moment donné pour eux comme pour la personne. Là, je pense qu'il y a vraiment deux temps forts dans la vie d'un aidant, si je peux me permettre. Il y a l'annonce du diagnostic d'une maladie qui est terrible pour une famille, ça bouleverse complètement une famille entière. Et puis, il y a ce moment où le domicile n'est plus possible et il faut envisager une institution. Voilà. Et c'est là où franchement, je pense que les familles, elles ont vraiment besoin d'être accompagnées. Et les établissements aussi, d'ailleurs, parce que valoriser l'expertise d'un aidant, c'est toujours favorable pour la prise en charge et l'accompagnement. Nous, dans cet accompagnement, on essaye, en fait, on parle d'accompagnement, mais on parle aussi de guidance. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le guide. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de structures et que les aidants ont besoin d'un point de référence. Alors, quand on s'inscrit dans une structure hospitalière, il arrive qu'ils reviennent
sur ce point hospitalier, non pas pour qu'il y ait une expertise au niveau du diagnostic et de la pathologie, mais aussi pour avoir un ancrage quelque part, parce qu'ils ont besoin de revenir à un point pour faire des bilans d'étape, en fait, un petit peu par rapport aux situations. Donc nous, on est dans cette guidance. Ce qu'on essaye de développer, c'est qu'il y ait une approche qui soit à la fois curative, évidemment, dans certaines situations, mais aussi de ne pas perdre de vue cette démarche de prévenir. On essaye d'être dans une permanence, mais aussi une gradualité, c'est-à-dire de ne pas non plus trop anticiper et dessaisir l'autre de ce parcours, aller trop vite dans l'intervention, parce qu'on connaît l'issue, mais on essaye de s'adapter à la capacité aussi de l'aidant, d'accepter ce cheminement, de le faire ensemble. On essaye d'être dans la proximité et de l'accompagner donc, dans ce parcours de soins qui est aussi un parcours de vie, évidemment, et un parcours de vie intra- et extramuros, parce que ce parcours de vie, cet aidant continue quand même à exister, même quand la personne est en institution. Donc là aussi, elle a besoin d'un accompagnement qui se prolonge. Donc pour nous, comme je l'ai dit, cette rencontre, elle se fait souvent au moment de l'admission dans l'établissement, que ce soit sur des pôles de soins ou des pôles de vie. Cette évaluation, elle est quand même toujours secondaire et nécessairement complémentaire à une évaluation médicale. Elle s'inscrit dans cette démarche qui est multidimensionnelle et multiprofessionnelle. C'est pour ça qu'on va chercher des soutiens de la part de nos collègues. Et cette efficacité, je pense, elle tient aussi à ce caractère de complémentarité, de complétude et de priorisation des interventions, de régularité des suivis et de coordination de tous ces intervenants, comme on vient d'en témoigner ici. Madame Dupré, vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Non, je pense que cette notion de complémentarité, elle est forte. Cette notion d'accueil de l'aidant quand ça arrive le moment de l'institution, elle est très importante. Moi, Monsieur Bernard le confirmera, on voit quand même beaucoup de familles très, très désemparées par le fait de plus pouvoir être avec son aidé en permanence, quoi. Il y a un non-respect de la promesse. Beaucoup d'aidants se sont promis de jamais se séparer. C'est très dur pour un couple quand vous avez vécu 60 ans avec votre mari. Le soir, vous ne pouvez plus dîner avec lui. C'est quand même des moments forts. Alors, il y a des EHPAD, c'est vrai, où ça se passe relativement bien, où ils sont très accueillants. Il y en a d'autres, il faut quand même reconnaître que c'est plus difficile. Et en plus, la pandémie a quand même, malheureusement... rendu encore plus difficile ce passage en établissement. Maintenant, ça recommence un petit peu, mais au début, les aidants, ils ne voulaient même pas que leurs proches soient en accueil de jour. Voyez, donc, ça a été très, très lourdement et difficilement vécu. Là, je crois qu'il y a quand même encore du travail à faire dans certains établissements. Et nous, on est là pour aider forcément les établissements et surtout les aidants à passer ce cap difficile. Moi, je voudrais bien rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais insister sur un point. Pour moi, il y a 2 cercles d'aidants. Il y a, surtout dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes âgées. Vous avez l'époux ou l'épouse qui est à domicile et qui s'occupe de tout ce qui va être le quotidien. C'est-à-dire l'entretien de la maison, les soins du corps de l'autre, les courses, le repas. Et puis, il y a le 2e cercle des aidants, c'est-à-dire fils, filles, neveux, nièces qui n'habitent pas au domicile, qui parfois, vous savez, c'est 226 km en moyenne qui séparent l'aidant de son proche, sont très éloignés, mais ce sont eux qui vont chercher les informations, qui vont aller sur Internet, qui vont rechercher les structures comme la vôtre qui peuvent les aider, les solutions proposées par la collectivité. Et ils ne sont pas à négliger parce que eux, par exemple, ne reçoivent pas le journal du département, n'ont pas les informations sur le territoire. Et nous travaillons avec des collectivités locales justement pour identifier ce 2e cercle d'aidants sur lesquels nous nous appuyons pour pousser les informations et qu'ils sachent ce qui existe. Parce que c'est eux aussi qui sont inquiets pour leurs parents et qui doivent mettre en place les solutions pour que le maintien à domicile se prolonge ou pour l'entrée en établissement. Un jour où c'est plus possible. Pardon ? Il y a un moment, malheureusement, le domicile est très, très difficile. Et vous me demandiez tout à l'heure justement des exemples. Eh bien, nous avons beaucoup d'aidants qui viennent nous voir juste pour qu'on leur dise « Allez-y ». Vous prenez la bonne décision, oui. D'accord ? Et l'autorisation, en fait, c'est ça. Et pour arrêter de culpabiliser, et pour que nous leur disions que le choix qu'ils font est un bon choix pour leurs proches.
Alors justement, il apparaît extrêmement difficile de concilier sa vie personnelle et son rôle d'aidant. Donc, quelles sont les solutions? Alors, d'après une recherche de 2020, il est dit que près d'un aidant sur deux fait le constat d'un impact négatif sur sa vie sociale ou familiale, que la vie professionnelle, elle n'est pas épargnée, qu'on demande un aménagement des horaires, une réduction du temps de travail, voire même parfois un arrêt de l'activité professionnelle. Que la majorité des aidants fait le constat d'impact réel sur sa vie quotidienne, sur son moral, 70% quand même, sur le temps consacré à sa famille et à ses loisirs. Et près d'un aidant sur deux témoigne d'un impact sur sa santé. Alors, justement, quelles sont les solutions que vous pourriez proposer? Alors, là, je les pense associations que récemment, quand même, le congé du proche aidant pour les aidants actifs est une grande avancée. Ça, vraiment, nous, pendant la pandémie, ça nous a infiniment manqué parce que les aidants étaient sans solution pour s'occuper de leurs proches. Donc là, ce congé du proche aidant, donc ça permet quand même à l'aidant, c'est vraiment assez bien organisé. C'est une très grande avancée. Voilà, c'est pas parfait, on le sait, nous les professionnels sur le terrain, mais ça avance et ça nous force à constater que les choses sont en route. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire comment concrètement ça se met en place? C'est très facile le congé du proche aidant. Quand vous êtes salarié, il y a une petite demande à faire au niveau de votre employeur, au niveau de la CAF, et puis ça se régularise assez vite. C'est pas très compliqué à mettre. Ça à 3, si vous voulez, on le fait très, très facilement pour aider nos aidants là-dessus. Et l'employeur va y répondre favorablement, il ne peut pas mettre d'opposition. Il ne peut pas mettre d'opposition. Et comme vous disiez précédemment, madame, c'est vrai que quand même, dans beaucoup de cas, on incite les aidants à demander des aménagements d'horaire, le télétravail. Donc, suivant les professions, il y a quand même des petites solutions. Et nous, en ce qui nous concerne, pour prendre en charge les aidants actifs, on essaye d'avoir, si vous voulez, des groupes de parole à des heures qui correspondent, c'est-à-dire à 17h30 le soir. Les psychologues les reçoivent quand ils peuvent, c'est-à-dire quelquefois même tard le soir. On organise des sorties en fin de journée, vous voyez, des apéros pour les aidants, des rencontres virtuelles aussi. Voilà. Donc ça, c'est concilier sa vie pour nous. Franchement, à 3, on incite toujours les gens à continuer leur vie professionnelle, surtout ne pas s'arrêter. Voilà. Pour nous, c'est le mur de l'aidant. Quand l'aidant nous dit « je négocie une rupture conventionnelle pour m'occuper de mon proche », parce que c'est pas gérable. Madame Culac. Oui, nous on fait de la sensibilisation en entreprise parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait aussi que les RH et les managers réalisent que les actifs dans l'entreprise pouvaient rencontrer ce genre de difficultés. Donc il est important de changer leur regard. Je me rappelle un jour, comme ça, nous faisons des ateliers et il y a un manager, à un moment, il me dit « mais maintenant, je réalise que cette personne qui sortait tout le temps avec son téléphone portable, c'était pas pour appeler sa maîtresse, c'était en fait pour organiser le retour à domicile de son proche. » Donc, c'était assez sympa de constater que, en fait, en le mettant en situation, il se rendait compte que ce salarié avait des difficultés en fait dans la conciliation des temps de vie. Et puis, les RH, par exemple, on les met en situation, on leur dit voilà. Isabelle, ici, est une candidate pour un poste et elle va vous annoncer qu'elle a un enfant en situation de handicap dont elle s'occupe. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, je ne vais pas l'embaucher, je ne vais pas avoir de problème. Et là, tout à coup, on déroule avec lui et on lui dit, mais vous vous rendez compte qu'en fait, Isabelle, elle a un supplément par rapport à ses collègues parce qu'elle sait gérer des situations compliquées, elle sait manager des salariés, elle a un tas de qualités complémentaires à sa formation initiale qui vont servir aussi à l'entreprise. Donc, il y a un gros boulot aussi de sensibilisation, de changer le regard des uns et des autres. Et d'ailleurs, on parle beaucoup, nous, de symétrie des attentions. Quand on a une collectivité locale, par exemple, qui parle de ces sujets-là et qui essaie de mettre des choses en place, on dit « et au fait, est-ce que vous êtes intéressé aux salariés de votre collectivité, sont-ils aidants ?» De toute façon, actuellement, sur une équipe de 10 personnes, il y a minimum un aidant. Donc nous, on est aussi allés en entreprise. Et c'était très fort quand on annonçait et on leur disait des petites choses. Vous voyez, cette personne qui n'était jamais en maladie, elle se met en maladie de façon quasi récurrente. Elle n'était jamais en retard le matin, elle est en retard. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et de former les managers, comme vous dites, madame, au repérage de l'aidant sur le terrain, c'est très très fort. Les médecines du travail aussi. Nous avons fait nous sommes allés vers les médecines du travail et il y a un médecin du travail qui m'a dit « écoutez madame, maintenant quand je recevrai une personne, un salarié, je lui demanderai son traitement et je vais lui demander s'il est aidant ». Je trouve que c'était assez fort, quoi.
si vous voulez, aujourd'hui, un aidant actif ne peut pas se passer de son salaire. Pourquoi ? Parce que aider un proche vulnérable, ça nécessite aussi de financer, par exemple, un billet de train, de l'essence dans la voiture, de faire des courses, etc. Donc, il faut absolument que les aidants actifs restent dans l'entreprise parce qu'ils ont besoin de leur salaire. Donc, c'est une question, en fait, une question que nous devons tous aborder et traiter au sein de nos entreprises parce que voilà, il n'y a pas de choix pour eux. Alors, Madame Tomassini, on vient de voir donc avec les associations, les solutions, la prévention qui est fortement travaillée. Vous, de votre côté, dans votre structure, le Centre de gérontologie départementale, vous développez aussi des dispositifs de soutien, d'aide. Est-ce que vous pourriez donc nous les présenter rapidement ? Donc, l'accueil de jour, le service de répit et le dispositif MC2, c'est bien ça ? Alors, je vais rapidement brosser un petit peu pour les aidants. Les dispositifs qui précèdent. Donc, au moment de la pose du diagnostic, il faut savoir qu'il existe une structure qui est l'hôpital de jour, qui convient parfaitement à cet exercice, car il va s'inscrire dans le parcours de soins et permettre d'éviter une hospitalisation ou compléter une prise en charge. Donc, il s'agit de pouvoir permettre une prise en charge et un diagnostic global avec un neurologue, un médecin gériatre, une assistante sociale, un neuropsychologue, etc. Ça permet souvent, on voit la difficulté des aidants parfois à mener, à accompagner une personne sur une consultation. Là, ça permet dans un temps défini de globaliser et de faire un petit peu un rapport d'étape, un diagnostic. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut évidemment établir des priorités, c'est-à-dire organiser et garantir ce qui est fondamental. Donc, qu'est-ce que c'est qui est fondamental ? C'est le soin, comme on l'a dit. Donc, le soin, ça veut dire mettre en place des infirmiers libéraux, des services infirmiers à domicile, de l'hospitalisation à domicile, l'hygiène à travers des supports comme des associations d'aide ménagère, d'auxiliaires de vie, garantir l'alimentation, parce que ça aussi, c'est souvent le maillon faible, le point faible dans les prises en charge. Donc, ça peut passer soit par la confection, par une auxiliaire de vie d'un repas, soit par l'achat accompagné avec ou l'aidant ou la personne elle-même de nourriture ou un portage de repas quand c'est pertinent, parce que le portage de repas, c'est pas toujours la solution miracle. Garantir sa sécurité, ça passe aussi par l'installation de systèmes de téléalarme, de téléassistance. Ensuite, il faut engager des actions d'amélioration et de régulation en mobilisant des prestations financières, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. Je crois qu'il faut bien expliquer ce que c'est l'APA, parce qu'on se rend compte qu'on a encore des gens qui se sont construits sur des représentations erronées, sur on m'a dit que, etc., et qui refusent d'engager certaines aides financières par peur de la récupération, parce qu'ils sont dans une espèce de nébuleuse. Donc, il faut là aussi bien clarifier ce à quoi ils peuvent prétendre. Renforcer donc le maillage autour de l'aidant, rompre son isolement et poursuivre le dialogue, c'est ce qu'on fait donc avec l'association A3 en particulier. Permettre à cet aidant de se projeter et de se construire dans des espaces de répit, des espaces libres. Donc c'est là où on va lui proposer par exemple un dispositif comme le service de répit qui permet en fait à cet aidant de s'absenter de son domicile sur un temps qui est à définir. Alors là, on est dans une refonte de ce service, mais à l'origine, c'était du répit sur la journée, sur la nuit, sur des sessions, sur des séjours. Donc là, vraiment, c'était la bouffée d'oxygène, permettre à l'autre d'aller chercher une ressource ailleurs, continuer à avoir, je ne sais pas, des amis, aller à des randonnées, partir en vacances, voir le petit-fils au Canada, tout ce qui lui permet à son retour d'être à nouveau en confiance et plein de cette énergie qui va lui permettre d'affronter la situation. Donc ça, ce sont des dispositifs très importants. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on essaye d'inscrire les gens dans une veille médico-sociale sur des situations qui seraient trop dégradées. Donc, on fait appel à des gestionnaires de cas quand on a des situations d'isolement ou des fois un aidant, justement, qui est à distance. Et le gestionnaire de cas va nous servir un petit peu de transmetteur. Des hospitalisations temporaires parfois aussi qui sont demandées quand il y a vraiment une situation aiguë, une situation de crise, une situation de saturation et on sent que la seule solution c'est d'extraire la personne du domicile pour laisser le souffle à l'aidant. On a depuis récemment une équipe mobile de cognition et de comportement qui est en fait une espèce de
de transmission du court séjour Alzheimer et de l'UCC avec une expertise d'un médecin, d'un neuropsychologue, d'une assistante sociale qui se déplacent au domicile et qui viennent apporter un renfort, une compétence supplémentaire sur des situations aiguës et qui vont pouvoir éventuellement proposer une hospitalisation ou un traitement, tout ça en accord avec le médecin traitant. Donc le médecin traitant ou la famille elle-même peut se saisir de ce dispositif et aller dire, là on se sent dans une situation inhabituelle, est-ce que cette équipe peut venir nous apporter un œil neuf et une expertise par rapport à la situation ? Éviter de ce fait des fois des hospitalisations qui sont parfois des hospitalisations à caractère social, où on se retrouve sur des patients qui atterrissent aux urgences parce qu'il y a des situations qu'on n'a pas su réguler au niveau du domicile. C'est aussi préparer, comme on l'a dit, la sortie soit d'hospitalisation, soit la fin du maintien à domicile ou l'entrée en institution. Et là aussi, il y a tout un travail préalable à faire sur des informations à donner sur les modes de financement, sur les obligations alimentaires, sur les constitutions de dossiers d'aide sociale, où parfois cette méconnaissance, cette mésinformation crée en fait des situations de maintien à domicile qui deviennent des situations complexes et délétères pour la personne, pour le patient et pour l'aidant, pour de mauvaises raisons. Donc on est là aussi pour apporter cette information, clarifier et donner la possibilité à l'aidant de prendre des décisions éclairées, on va dire. Voilà. Donc les 3 dispositifs importants sont ceux-là. On peut y rajouter effectivement l'accueil de jour, mais qui commence à être largement essayé et éprouvé. Le service de répit tel que je l'ai décrit et ce nouveau dispositif d'équipe mobile cognitivo-comportementale. Merci. Alors, on sait que 70% des aidants ne veulent pas être accompagnés au départ. Alors, pourquoi les aidants mettent autant de temps à être accompagnés, d'après vous? Alors, on va donner la parole à l'association A3 et à M. Berner, qui est psychologue dans cette association. Bonjour. Donc, de notre côté, on a identifié plusieurs raisons qui pourraient expliquer cela. Après, ça reste encore un sujet qui est largement, on va dire, difficile à solutionner. Voilà. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà un peu les choses qu'on a pu mettre en évidence. Donc, la première chose, la difficulté de définir ce qu'est un aidant. Voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes ne se sentent pas elles-mêmes aidantes alors qu'elles ont commencé depuis pas mal de temps à le faire. Donc, à partir du moment où ça fait tilt, effectivement, là, on peut commencer à réaliser un travail d'acceptation. Il y a également le manque d'information que vous avez également évoqué. Donc, de ce côté-là, nous, les partenaires, on essaye de faire ce qu'il faut pour justement diffuser un peu cette information. Nous avons vu également le fait que les aidants pensent pouvoir s'en sortir tout seuls. Ils pensent savoir, ils surestiment d'une certaine façon leurs capacités pour aller jusqu'à des situations d'épuisement qu'on peut constater quand même assez régulièrement dans tous nos services. Il y a également le sentiment de on va dire, honte et culpabilité qui peut, qui peut jouer aussi un rôle important, dans le sens où c'est jamais facile d'exprimer à son prochain la maladie, surtout quand c'est pas la sienne, quand c'est celle de son proche, quel que soit le proche. Surtout que la maladie d'Alzheimer, enfin, et tous les troubles neurodégénératifs socialement n'ont pas très très bonne réputation. Donc, ce qui rajoute une contrainte. Ce qu'on aperçoit très souvent, en tout cas chez les aidants, c'est que la première des choses, c'est cacher la situation. Voilà. Souvent, chez les conjoints, quand on leur demande si les enfants sont au courant, soit la situation est minimisée, soit c'est dit à demi-mot, soit, voire même complètement caché, ce qui nous fait perdre un temps précieux et une dégradation plus importante qui va amener à des décisions très, très difficiles à prendre. Bien entendu, l'opposition de la personne malade par rapport à la mise en place de tous les... de tous les dispositifs, mais d'abord de se montrer avec ces difficultés, c'est humain, donc ça se comprend très très bien. Après, ça prend des proportions incroyables puisque la personne n'est plus consciente de ses troubles, donc ça peut perdurer et ça cause des dégâts considérables.
Donc l'inquiétude aussi de confier son proche à autrui, à un étranger, entre guillemets, ça peut être une équipe soignante, diplômée et compétente, ça n'enlèvera pas la difficulté à créer le lien de confiance et à déléguer. Et enfin, la perte de l'intimité. Ça, c'est fréquent dans tous les foyers. Alors, bien sûr, pour les aidants qui vivent avec leurs proches au domicile, hein, bien entendu, qui n'acceptent pas l'arrivée des équipes, ils sentent vraiment un sentiment d'intrusion très profond et ils perdent d'une certaine manière leur tranquillité et ce qui faisait qu'ils n'avaient pas de problème avant. Donc ça, c'est un petit peu ce que nous avons un peu repéré. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est pas exhaustif, mais c'est des freins que l'on repère très, très, très souvent dans les situations. Madame Culac, vous aussi, vous repérez les mêmes freins ? Oui, bien évidemment, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je me permettrais de rajouter plusieurs autres points. L'un, c'est des personnes qui nous disent « je n'ai jamais eu besoin d'aide ». Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est aussi dans le cas de la maladie d'Alzheimer, je pense, un diagnostic qui n'est pas assez précoce. Moi, je l'ai vu avec mon père, par exemple. J'avais, en toute modestie, mais je sentais bien que mon père n'allait pas bien. Et j'avais diagnostiqué, je disais à mon frère et à ma sœur, je pense que papa a une maladie neurodégénérative. Donc eux, mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, pas notre père. Et il a fallu qu'en fait, il ait une grippe, que le médecin traitant ne soit soit en vacances, et qu'il y ait un remplaçant, et que le remplaçant m'appelle et me dise « Allez, on va faire une consultation Alzheimer », et pour que le diagnostic tombe, et un peu tard. Et derrière, c'est le déni, ce que vous disiez, c'est-à-dire mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Et puis ma belle-mère, c'est pas possible, ça peut pas arriver à ton père, etc. Et donc on perd du temps à cette cette acceptabilité par l'ensemble de la famille. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est le coût. Les moyens financiers dont disposent les personnes âgées, retraitées, pour financer des aides à domicile. Bien sûr, il y a les plans d'aide qui sont mis en place, mais il y a un reste à charge pour les familles qui est encore important. Et ça peut freiner, si vous voulez, aussi le recours à l'aide à domicile. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Et nous, le gros souci, ce sont les gardes de nuit. Voilà. Les gardes de nuit, actuellement, sont quasiment pas financés. Donc, quand la famille a peu d'économies, c'est très, très difficile de mettre en place. Voilà. Et ça, c'est... Et est-ce qu'il y a des financements, justement, pour les gardes de nuit habituellement ou pas du tout ? C'est à la charge souvent des familles. Alors, on voit le système un peu de la débrouille, il faut se l'avouer. La voisine qui monte, qui dépanne, qui dort devant la télé quand la personne déambule, et puis on la retrouve par terre le matin. C'est très compliqué la nuit. Voilà. Moi, je trouve que pour les aidants, la vie est difficile, mais elle est encore plus difficile quand se posent ces genres de questions, qui sont pratiques, qui paraissent secondaires, mais qui prennent... Comment voulez-vous aller travailler quand vous avez passé la nuit avec votre maman à côté qui a déambulé toute la nuit ? C'est difficile. Et souvent, ils mettent en place des solutions qui sont délétères, dans la mesure où, par exemple, pour partir ou pour mettre en sécurité le patient, ils vont par exemple l'enfermer dans la maison. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre issue. C'est-à-dire, c'est où on lui laisse sa liberté d'aller et de venir. Donc, en fait, on devient maltraitant par manque de support, par manque de soutien. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je me souviens toujours d'un monsieur qui enfermait sa femme, comme vous le disiez. Et je lui dis, mais vous n'avez pas peur qu'elle passe par la fenêtre ? Il me dit, mais j'ai jamais pensé. Et là, je crois que ce jour-là, je l'ai affolé parce que 2 jours après, il est venu, il nous a téléphoné en demandant des solutions d'EHPAD, quoi. Et pourtant, il y a plein de solutions qui sont développées par la Silver Economy, comme Ernesti, par exemple. Ces jeunes étudiants qui viennent dormir et qui permettent justement... Mais c'est à la charge de la famille. Mais c'est à la charge des familles. Alors, peut-être que certains groupes de protection sociale, un petit peu. Malakoff, Clésia, G2R, financent un peu d'heures justement de répit. Mais il faut absolument aussi, je dirais, soutenir le relayage. Je ne sais pas si vous le faites sur votre territoire.
Vous savez qu'il y a une expérimentation qui doit finir à la fin de l'année. Nous, on veut absolument que ce relayage soit mis en place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez parlé de débrouille. Et alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette fameuse débrouille. Parce que c'est souvent quelqu'un autour là qui vient, qui est payé au noir et qui n'a pas de compétences, qui ne cotise pas à la retraite et qui sera elle-même en difficulté au moment où elle devra prendre sa retraite. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des sujets qui sont des sujets très complexes et qu'on reporte dans le futur parce qu'on ne les traite pas aujourd'hui. Et donc, soutenir le travail au noir, parce que c'est du travail au noir, pour aider son proche, c'est pas du tout une solution. C'est pas une solution. Donc, le relayage est une solution qui va permettre justement d'avoir des professionnels qui vont venir à domicile sur un certain temps et qui sont des personnes qui vont travailler, je crois que c'est 3 jours actuellement à l'expérimentation, et qui vont avoir une fiche de paie, qui vont cotiser à la Sécu, à la retraite, donc ils vont être protégés. Vous voyez, donc il faut penser aussi à protéger ceux qui protègent les vulnérables et les aidants. Et le fait de les protéger, ça va attirer de nouvelles compétences dans ce métier où on est tellement en difficulté. On est tout le temps en lien avec les structures d'aide à domicile. Les recrutements sont quand même très difficiles à mettre en place actuellement. Oui, vous aussi, vous avez des soucis. Vous appeliez justement ce relayage. Donc nous, on a un service qui s'appelle le service de répit, qui est inspiré du baluchonnage, où justement, il y a à la fois la compétence de base d'une auxiliaire de vie. Donc il y a déjà une formation aux soins, au prendre soin, qui va être complétée par une formation interne qui lui est délivrée sur l'alimentation, les troubles du comportement, etc. Parce que rester avec une personne qui présente des troubles cognitifs, c'est déjà très difficile quand on est son proche. Donc quand on va introduire une personne étrangère qui n'a pas de compétences, qui n'a pas cette affectivité, je veux dire, il y a quand même une mise en danger parfois respective. Donc il y a cette formation qui va compléter et qui va permettre à cet auxiliaire de vie de devenir véritablement un substitut familial, de s'inscrire dans la durée. Donc, c'est pas que du ponctuel, c'est-à-dire c'est pas la garde où on va faire les courses et on est remplacé 1 heure ou 2. C'est aussi pouvoir inscrire de la confiance. On sait que ces personnes âgées dépendantes avec des troubles type Alzheimer ou maladie apparentée, elles ont besoin d'une routine et d'une continuité. Donc, elles ont aussi besoin d'avoir des personnes qui soient des personnes ressources, des personnes repères. Et donc, nous, on essaye de s'inscrire là-dedans, dans quelque chose qui soit à la fois dans la continuité, dans l'expertise, dans la compétence, et en même temps qui permette à l'autre de partir en étant en sécurité, en mettant son proche en sécurité. Alors, donc, quelles sont les difficultés rencontrées par les aidants? Peuvent-ils lâcher prise? On parle aussi de deuil blanc. 50% des aidants se sentent seuls, 62% se disent épuisés, 74% expriment le besoin de souffler. Donc, ils rencontrent des difficultés. Voilà, Monsieur Berner, est-ce que vous pourriez nous en parler, vous, de la notion de deuil blanc, des difficultés rencontrées, et notamment de cette notion de deuil blanc qu'on ne connaît pas forcément tous? Les difficultés rencontrées par les aidants, on va citer en priorité les peurs. Voilà. Il en existe de toutes sortes. Encore une fois, celle que nous avons repérée, c'est en premier lieu la peur de perdre le contrôle de la situation. Voilà. La peur de l'inconnu. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer derrière, en gros. Voilà. Donc ce manque un peu, peut-être pas d'information, mais cette difficulté à aller voir ce qu'il y a derrière, à anticiper un petit peu, à se projeter dans l'avenir, nous amène effectivement à cette situation de peur qui les tétanise et qui souvent les fait se réfugier, en tout cas, dans l'isolement, dans le silence, ou voire dans le déni, quoi. La peur de perdre sa légitimité en tant qu'aidant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Lorsque un professionnel rentre au sein de la maison, souvent les conflits sont nombreux pour des choses plus ou moins importantes, parce que l'aidant se sent dépossédé. En règle générale, se sent dépossédé de son rôle, et il a effectivement peur de plus avoir, on va dire, la reconnaissance, la valorisation qui
qu'il se doit d'avoir, enfin en tout cas qu'il pense devoir obtenir de la part de son proche. Bon, la situation est déjà dégradée à ce moment-là, donc c'est déjà un faux problème, mais lui il est dans ce schéma de pensée. Évidemment, également la peur de l'échec. Voilà. La peur de l'échec parce qu'effectivement mettre en place tous ces dispositifs nécessite un apprentissage par essai et par erreur. On n'y arrive pas du premier coup. Et en ce qui concerne l'association, nous, notre rôle, c'est effectivement de leur donner la foi, de continuer à mettre en place des choses, même si ces choses n'ont pas donné satisfaction. Voilà. Et on sait que c'est très compliqué parce que personne n'a envie d'être confronté à des échecs répétés. Et on les encourage à aller dans ce sens parce qu'il n'y a rien de pire que l'inertie dans ce genre de situation. Il y a d'autres éléments également qui viennent un peu perturber toutes les décisions à prendre. Ce sont toutes les pensées, toutes les idées négatives, tous les sentiments négatifs qui sont, on va dire, normaux dans ce type de situation. On a la tristesse qui apparaît très souvent, la colère. Voilà, la colère qui fait perdre effectivement quand même beaucoup de capacité de réflexion. Le sentiment, bien entendu, comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises, de culpabilité qui ressort très souvent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le besoin, le manque et le besoin important de reconnaissance. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on voit régulièrement, d'où l'importance après de bien être entouré, que ce soit par les proches ou que ce soit par les associations ou les professionnels, les prestataires de services, pour créer ce lien de confiance qui va permettre d'avancer ensemble. Et bien entendu, les difficultés inhérentes à la réception de la critique. Voilà, parce qu'effectivement, on a parlé d'héroïsme tout à l'heure, j'ai entendu ce mot. Effectivement, les aidants ont tendance à se prendre pour des héros, voire des super-héros. C'est en tout cas nous un sentiment qu'on essaye de tempérer parce que justement ce ne sont ni des héros ni des victimes, ce sont des gens comme vous et moi qui avancent et ce sentiment justement de tout maîtriser, de tout connaître peut amener après à des situations un peu complexes, quoi. En tout cas psychologiquement parlant. Donc comment après on va dire dépasser un peu toutes ces peurs? Eh bien, il y a une recette à appliquer avec beaucoup d'ingrédients. Et c'est pas facile. Je vous écoute avec intérêt là. C'est plus facile de le dire que de réussir son plat, entre guillemets. Donc la première chose, très simplement, c'est vraiment d'identifier déjà les choses qui nous fatiguent, qu'on ne supporte pas en tant qu'aidant, et les choses qui nous valorisent. Voilà, c'est primordial pour commencer un travail là-dessus, pour pas tout lâcher. Parce que nous, en tant que professionnels, on a une tendance à leur dire ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, alors que ça ne se passe pas vraiment comme ça. La base, c'est vraiment de les mettre à l'aise et de leur proposer une évaluation un petit peu de leurs actes au cours de la journée ou au cours de la semaine et de leur proposer effectivement de mettre d'un côté qu'est-ce qui les valorise, qu'est-ce qui les amène à penser positivement par rapport à leur rôle d'aidant. Et croyez-moi, au final, quand ils y réfléchissent, il y a beaucoup de choses. On entend beaucoup les choses négatives, mais si on met en valeur les choses positives, on s'aperçoit qu'il y en a peut-être plus. Et ce n'est pas celles qui ressortent le plus fréquemment. Et puis, donc, effectivement, par contre, accepter ses limites, ça fait partie aussi donc, des choses. Dire, moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Je ne suis pas en capacité de le faire, ou même, je n'ai pas envie de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est conjoint ou qu'on est enfant qu'on doit s'occuper de la toilette de son proche. Autorisé à dire non, en fait. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Voilà. Si la personne souhaite garder ça parce que c'est important pour elle, on l'écoute et on essaye de mettre en place un dispositif avec le professionnel d'entente. Je ne sais pas, moi par exemple, elle va s'occuper du dos, quoi. Elle va lui frotter le dos si ça lui fait plaisir, ou peut-être les pieds, ou lui couper les ongles, je ne sais encore quoi d'autre. On peut trouver des compromis comme ça pour pas dire laissez-moi faire, moi je suis un professionnel, je sais de quoi je parle et vous... faites ce que vous avez à faire. C'est pas aussi simple. Voilà, en pratique, c'est pas aussi simple
que ça, parce qu'effectivement, pouvoir déléguer, c'est déjà commencer à prendre une autre place et à prendre un petit peu de recul pour pouvoir justement dynamiser ou, on va dire, renforcer la cohésion de tout le dispositif. Voilà, ça, c'est la théorie. Après, en pratique, ça prend énormément de temps, mais on peut y arriver. Donc, en ce qui concerne la notion du deuil blanc. Donc le deuil blanc, effectivement, je vais vous donner la définition qui est la plus communément admise, on va dire celle qui parle le plus. Le deuil blanc est le type de deuil que l'on ressent lorsqu'une personne atteinte d'un trouble cognitif n'a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu'elle soit toujours présente sur le plan physique. Voilà, donc ça parle à peu près à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre effectivement l'aspect physique de la personne qu'on connaît, et toutes ses capacités à être celui qu'on a connu, d'un point de vue de l'histoire personnelle, de l'image qu'on s'est fait de cette personne pendant tant d'années. La difficulté, c'est vraiment effectivement de tout reconstruire, en fait, de reconstruire l'image d'une personne qu'on a connue pendant toute sa vie. Chose extrêmement complexe. Donc, il est bien différent du deuil normal, dans le sens, si on peut l'appeler, enfin en tout cas normal, de la perte, parce que quand on fait face à un deuil normal, on peut mettre en place des rituels, on peut bénéficier d'un soutien pendant le temps, effectivement, du deuil. Chose qui est quand même plus compliquée à faire pour le deuil blanc, puisque, comme vous le savez, très souvent, les maladies neurodégénératives, au début, ça durait peut-être 5 ans. Maintenant, c'est plutôt vers 15 ans. Donc, c'est extrêmement long. Donc, au niveau, effectivement, du soutien, on ne peut pas avoir le même soutien que lors d'un décès normal il faut savoir qu'un deuil, quand il n'est pas pathologique, en général, prend entre 6 et 12 mois. Voilà, quand il est pathologique, il peut prendre 2 ans et plus, voire même beaucoup plus. Donc là, quand on parle de deuil blanc, on parle de deuil répété sur des années et des deuils de capacité, des deuils de perte de projets communs, perte de partage, enfin tout ce qui fait l'unité d'une relation. Et ça, peu importe le lien qu'on a. Alors effectivement, quand on est conjoint, il y a d'autres processus qui rentrent en jeu. Mais quand on est enfant, là aussi, il faut tout revoir. Et c'est là, d'où l'importance après de se repositionner, savoir ce que l'on veut prendre en charge, ce que l'on veut faire et sur qui s'appuyer pour d'autres compétences. Voilà, donc comme je le disais, c'est une pensée qui est très paradoxale, et le plus souvent, c'est vraiment cette difficulté à communiquer, à partager qui manque le plus souvent aux proches. Ce sentiment, en fait, ce grand sentiment de solitude, malgré la présence quasi permanente, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça tourne, ça vire, ça interpelle, ça a besoin d'être rassuré, et pourtant, c'est la solitude qui ressort le plus, en tout cas, du discours des aidants. Et voilà, ça peut amener à une grande détresse. Donc, pour arriver effectivement à passer ces étapes, plusieurs choses peuvent être faites. Bon, le grand principe de résilience qui anime la psychologie depuis tant d'années, je ne vais pas vous faire la définition, mais c'est la capacité à surmonter les difficultés que l'on rencontre tout au long de sa vie. Donc cette capacité de résilience va être déterminante pour pouvoir justement mettre en place cette capacité, en tout cas de la mener, on va dire, au bout. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et toutes ces choses ont été dites tout à l'heure. Donc je vais rapidement les évoquer. Donc la première chose, ne jamais négliger sa santé. Ne jamais négliger sa santé. Ça, c'est la priorité des priorités, puisque comme vous l'avez dit, quand il n'y a plus d'aidants,
il n'y a plus de maintien à domicile possible, les coûts pour la société sont très importants, pour la famille, n'en parlons pas. Donc tout est disproportionné et en plus les décisions prises en catastrophe, il n'y a rien de pire au niveau psychologique. Bien sûr, rester actif mentalement et physiquement, hein, respecter tous les rythmes biologiques qui vont faire que l'on reste en forme. Si possible, avoir des activités un peu transversales au niveau de la gestion des émotions ou du stress. Que ce soit après, peu importe, hein, après chacun choisit ce qu'il veut. C'est pour ça que nous, de notre côté, on propose pas mal de séances de sophrologie parce que ça fonctionne assez bien. Après, ça peut être le sport, le yoga, peu importe. Après, ce qui peut en tout cas apaiser certaines tensions. Bien entendu, ne pas s'isoler socialement, ça c'est la pire des choses, mais même au niveau familial, hein, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à parler de sa situation, en parler de manière régulière et de manière apaisée pour ne pas faire fuir un petit peu tout l'entourage, parce qu'effectivement, quand on a cette attitude-là, c'est pas vraiment une attitude très, très propice pour être aidé. Ça fait très peur de renvoyer un peu ce besoin. Très souvent, c'est ce que les aidants me font remonter. Et oui, mais ils nous ont abandonnés. Et oui, alors qu'en fait, il y a peut-être entre les deux sûrement un bon compromis à trouver. Voilà, moi je travaille dessus depuis des années. J'ai toujours pas trouvé la solution, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, il faut que l'aidant puisse aller faire cette démarche-là et ne pas attendre qu'on vienne vers lui. Ça, c'est certain. Hein, c'est la base. Bon, s'accorder du répit, hein, ça on l'a dit, chose qui est extrêmement difficile à mettre en place au niveau psychologique, parce que ça paraît évident, mais en fait, s'accorder du répit, c'est déjà accepter soi-même donc de lâcher prise, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça peut prendre des mois, voire des années, hein, pour certaines personnes. En général, il faut un choc psychologique, voire un choc physique pour pouvoir vraiment s'en apercevoir. Et participer, alors si ça correspond aux attentes de l'aidant, pouvoir s'exprimer, un peu dédramatiser la situation en pouvant parler librement à des personnes qui ont vécu les mêmes choses, donc notamment au travers des groupes de parole. Maintenant, ça ne convient pas forcément à tous les aidants, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même un dispositif qui montre quand même des bons résultats. En tout cas, ça crée du lien et ça engage les personnes à continuer leur vie sociale. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est un dispositif que vous proposez, hein ? Tout à fait. Alors ce groupe de parole, juste pour un point rapide, vous l'organisez régulièrement? Comment ça se passe? Nous en organisons plusieurs groupes de parole dans l'année. Donc les psychologues constituent finalement un groupe d'aidants. Actuellement, en plus petit comité que précédemment, 5-6, c'est ça? Entre 6 et 8 aidants, avec, si on peut faire des groupes particuliers, comme les aidants actifs, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bien qu'ils se retrouvent aussi entre eux parce qu'ils ont un peu les mêmes problématiques pour se libérer du temps. Actuellement, on propose un groupe aussi pour les personnes endeuillées. Donc là, on est sur la perte, on n'est plus sur le deuil blanc, on est sur un deuil classique, entre guillemets. Sinon, on a aussi du tout aidant, entre guillemets. Tout à fait. Voilà, où là, on peut aborder. On a mis aussi à un moment des groupes qui regroupaient des aidants dont le proche était en situation de handicap. C'était quand même des thématiques un peu particulières. Et puis à Arles, elles ont lancé une expérimentation. Elles ont créé un groupe d'hommes. Voilà, que les hommes entre eux. Elles ont trouvé que ils avaient envie d'être entre eux. Donc il y a 5 ou 6 messieurs. Et certains s'occupaient de leur mère, d'autres de leur femme. Donc c'était assez intéressant de comment ils arrivaient à s'organiser en tant qu'aidants. Parce que chez A3, nous, notre plateforme, nous avons 75% de femmes, ce qui est énorme, puisque sur le plan national, c'est 57%. Donc voilà, mais nous sommes dans le Midi, alors on me dit, mais non, les hommes sont aussi aidants, mais ils n'osent pas l'avouer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait la démarche d'aller vers eux. Voilà, donc je finirai la petite recette là, par effectivement le fait de s'informer, de se former. Voilà, c'est très important aussi d'avoir les connaissances et d'échanger également avec des professionnels et des pères aidants à ce niveau-là et de travailler sur la valorisation par tous les moyens.
voilà, que ce soit de manière individuelle ou collective. Comme je le disais tout à l'heure, vraiment travailler sur qu'est-ce qui me valorise dans ma journée. C'est très important pour apaiser un peu la détresse que l'on peut ressentir et la fatigue que l'on peut ressentir après une journée. Et dans le lien avec le sanitaire, hein, qui est très important pour les aidants, le fait de valoriser l'expertise de l'aidant de la part des professionnels santé, c'est excessivement important. Voilà. Quand les aidants nous disent « c'est moi qui la connais le mieux », c'est pas toujours faux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que quand il y a ce fameux départ vers l'institution, si l'aidant sait que son expertise va être valorisée, c'est quand même une grande sécurité pour lui. Alors justement, sur la question de la valorisation de l'aidant, valorisation de l'expertise, la question de la formation, les associations ici présentes à Troyes et la Compagnie des aidants, vous proposez aussi des formations. Vous en avez parlé un tout petit peu au départ. Est-ce que vous pouvez juste présenter Je vais être très rapide. Hein. Oui. Voilà, on a plusieurs thématiques, donc des formations aux maladies neuro qui sont organisées par nos psychologues, qui sont très importantes dans le parcours d'un aidant, où comme ça, il va bien mieux connaître la pathologie dont souffre son aidé, il pourra avoir un comportement mieux adapté et pourra se situer dans le temps. C'est important aussi pour un aidant, puisque c'est un tel bouleversement pour la vie familiale. Nous avons aussi des formations prévention santé, où nous avons la CARSAT qui nous finance. Donc ça aussi, c'est très important, la santé de l'aidant. Une formation où nous valorisons l'expertise de l'aidant le jour où malheureusement arrive cette fameuse mise en institution. Donc c'est vraiment des formations au cas par cas. Et puis vous faites énormément de conférences en visio. Vous en avez fait pas mal pendant la pandémie sur comment mieux rétablir la communication avec mon proche à domicile. Voilà, des spécificités qui sont importantes. Et puis nous avons un grand projet chez A3, c'est les thérapies non médicamenteuses, voilà, les TNMP, où nous formons nos aidants aux thérapies non médicamenteuses personnalisées. Notre président, le docteur Bautran, est un précurseur de ce schéma. Et donc, nous le mettons en place depuis 2-3 ans. Nous travaillons sur ce schéma. Voilà. Avec des formations qui sont en ligne, alors? Alors, non, nous ne sommes pas encore en ligne. Pas en ligne. Les conférences que vous faites sont en ligne? Les conférences en ligne, voilà, de temps en temps. Mais sinon, les formations, on les organise en groupe pour l'instant. Voilà. D'accord. Alors, la Compagnie des aidants aussi forme? Oui, alors nous, on a une plateforme de formation en ligne. C'est accessible sur le site www.lacompagniedesaidants.org dans l'espace formation. C'est gratuit. On a juste à mettre son adresse mail. Et là, on va pouvoir visionner des petits tutos qui nous expliquent comment faire. Comment, par exemple, utiliser le lève-personne, comment relever quelqu'un qui a chuté, etc. On a 18 modules aujourd'hui et nous sommes en train d'en produire 9 de plus sur des sujets beaucoup plus pointus comme l'AVC, la schizophrénie, la dépression nerveuse, la santé des aidants et 5 prochains sur le sujet du handicap. Donc, j'invite les gens à aller sur le site parce que pendant la première pandémie et le confinement, nous avons eu 180 personnes qui se sont inscrites en 2 mois. C'était énorme pour nous par rapport au nombre de personnes qui s'inscrivent. Et en fait, c'est parce que, vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont dû récupérer des proches vulnérables à la sortie, parce que les hôpitaux ont appelé en disant il faut récupérer votre proche parce que les IME étaient fermés. Et il y avait des gestes techniques qu'ils ne savaient pas faire parce que les aides à domicile n'étaient plus là. Les infirmières libérales avaient été réquisitionnées et donc ils ne savaient pas faire ces gestes techniques. Et donc nous, c'est vraiment du digital 100% en ligne et ça marche très bien. Voilà. Et c'est gratuit, un accès gratuit. C'est gratuit. Super. Alors, sur la question de la formation, nous avons ici sur le plateau l'Université d'Aix-Marseille qui a mis en place donc un diplôme spécifique pour les aidants qui est porté par Madame Capellari, qui est co-responsable donc du diplôme interuniversitaire qui s'intitule « Accompagnement et droits des aidants ». Alors, nous vous écoutons avec plaisir. Déjà, pour commencer, je vais vous expliquer comment est née en fait cette formation. Elle est née à partir de 3 projets qui se sont rencontrés en fait sur la thématique des aidants. Donc d'abord, au sein de l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc qui est notre partenaire sur cette formation, a été organisé un séminaire, le Proche aidant, un partenaire au cœur de l'action sociale, qui visait à fédérer en fait les acteurs du territoire pour réfléchir justement à ce besoin de formation. En parallèle, au sein de l'Université d'Aix-Marseille, on a eu un projet qui a été mené, qui s'appelle Trajectoire d'aidants.
donc qui a été soutenu par Malakoff Humanis et la région Sud, qui visait justement à valoriser les compétences des proches aidants, notamment à travers la création d'un référentiel compétences. Et ensuite, il y a eu un troisième projet donc, qui s'appelle Proxy Juris, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et qui est consacré à la reconnaissance des proches aidants. Et dans le cadre de ce projet, en fait, on a eu une démarche justement visant à essayer de comprendre comment les proches aidants sont reconnus, notamment au niveau juridique. Alors, vous pouvez nous expliquer la démarche que vous avez mise en place dans ce projet de recherche? Oui, tout à fait. Donc, on a essayé d'abord de rechercher l'ensemble des règles juridiques susceptibles d'être mobilisées par les aidants, à la fois en droit français et en droit suisse, pour avoir aussi le regard de ce qui existe à l'étranger. Et donc, on a essayé de recenser dans les différents textes à la fois les droits, mais aussi parfois les obligations. On parlait tout à l'heure des obligations alimentaires, susceptibles de peser sur les aidants ou sur certains aidants. Ensuite, on a créé un réseau pluridisciplinaire pour identifier les besoins et les difficultés des aidants et aussi pour connaître en fait, le travail des acteurs de l'aide aux aidants, dont on a vu qu'ils sont particulièrement nombreux. Donc, il y avait vraiment l'idée d'avoir ce regard du terrain, en fait. On a aussi mené une enquête sociologique, donc on a eu 2 sociologues qui sont intervenus pour essayer en fait de mieux comprendre, d'avoir plus de connaissances sur le cheminement des aidants dans l'accès à leurs droits et notamment à l'information relative à leurs droits, on en parlait aussi tout à l'heure. Et enfin, à partir de tout cela, on a essayé de réaliser des propositions concrètes, notamment d'un point de vue juridique, pour essayer d'améliorer, comme tous ici présents, le quotidien des aidants. Alors, quels sont les résultats de recherche ? Alors, on a publié 2 ouvrages. Donc, un premier ouvrage purement juridique, qui est quand même déjà assez volumineux. On est sur plus de 400 pages, où on a essayé de détailler les dispositifs qui pouvaient intéresser directement ou indirectement les aidants. Et vous voyez, 400 pages, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent. Nous, on a été assez étonnés, en fait. Et tout à l'heure, Madame Culac disait, des fois, il y a peut-être trop. Et quand on a comparé avec la Suisse, en effet, on s'est dit, en fait, en France, il y a beaucoup. Donc, c'est chouette, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, on a eu une deuxième publication plus tournée vers les autres disciplines, où on a notamment travaillé sur des cas et où on a cherché à faire des propositions. Donc, c'est des publications qui sont accessibles aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Et partant de ces publications, eh bien, on a tiré 4 principales conclusions que je vais vous détailler assez rapidement. Donc la première de ces conclusions, c'est qu'il y a en effet une reconnaissance croissante des proches aidants. On a cherché, c'est moi qui m'y suis collée dans les textes juridiques avec le mot-clé proche aidant, et on s'est rendu compte, donc on a cherché à partir des années 90, et on s'est rendu compte qu'à partir des années 2000, eh bien, le terme commençait à apparaître et qu'à partir de 2015, notamment avec la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, véritablement, on avait une prise en compte croissante de cette question par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, cette prise en compte, elle se traduit aussi dans les plans gouvernementaux. On a parlé tout à l'heure de la stratégie Agir pour les aidants, qui est actuellement en cours de déploiement et qui se traduit par l'existence de 17 mesures. La deuxième conclusion, c'est que les aidants rencontrent un certain nombre de difficultés, on l'a aussi un petit peu mentionné déjà, pour accéder aux informations relatives aux aides. Donc déjà, il manque clairement de connaissances relatives à leurs droits. Alors ce qu'on a fait, c'est que moi j'avais fait un tableau récapitulant les différents droits des aidants, et la sociologue qui faisait passer les entretiens le présentait aux aidants. Et en fait, on a vu que les aidants, soit n'avaient pas connaissance des dispositifs, soit en avaient une connaissance, mais parfois lacunaire ou erronée. Vous en parliez tout à l'heure, par exemple, avec les obligations alimentaires. Soit parfois en avaient connaissance, mais n'avaient pas pu les mobiliser en pratique, parfois même en raison d'une méconnaissance, mais du côté des professionnels chargés de les accompagner. Donc ça, c'est une première difficulté. À côté de ça, il y a aussi beaucoup d'errance dans l'accès à l'information, notamment au diagnostic.
Et ça se voit particulièrement pour certains patients où le diagnostic est moins balisé. Par exemple, pour les personnes atteintes de maladies rares ou pour les cas non diagnostiqués Alzheimer, on a parfois des prises en charge qui sont plus difficiles. Et bien évidemment, les aidants n'ont pas tous les mêmes facilités pour accéder aux informations et aux aides, à la fois pour eux et pour la personne qu'ils accompagnent. Parfois, très souvent par manque de temps, puisque quand on gère déjà le quotidien, ça laisse peu de temps pour faire les recherches nécessaires. Un manque de motivation aussi, parce que parfois l'épuisement guette. Des difficultés à recueillir l'information auprès d'interlocuteurs qui sont multiples et aussi à comprendre des informations relativement complexes, puisque la question des droits n'est pas toujours extrêmement simple. Une faculté à mobiliser un réseau qui est extrêmement variable en fonction des aidants et des difficultés aussi à se déplacer pour recueillir l'information, d'où l'intérêt de la caravane, et un accès variable aussi à l'outil informatique. Et des fois même à la pratique de l'informatique, ce qui est assez compliqué dans le contexte actuel où on a de plus en plus de démarches qui se font de manière dématérialisée. Donc ça peut être compliqué, notamment si l'aidant lui-même est une personne déjà âgée et en difficulté avec ses outils. La troisième conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il y a des acteurs qui sont nombreux, très nombreux. Et du coup, le proche aidant est parfois face à un véritable parcours du combattant, un petit peu dans un dédale, on va dire, entre les financeurs, les acteurs en charge de la réflexion, les acteurs en charge de l'information, de l'accompagnement, de l'orientation, les acteurs du soin, que ce soit les professionnels libéraux, les établissements, le monde de l'emploi, bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, les établissements sociaux et médico-sociaux ou encore les outils de coordination qui se sont multipliés. Et donc, le parcours de l'aidant, mais aussi le parcours de la personne aidée, fait l'objet de cloisonnement entre le social, le médico-social, le sanitaire, selon que la personne accompagnée est un adulte ou un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, en fonction des pathologies même. On a par exemple dans le diplôme une intervenante qui parle de la question des addictions. Le proche aidant de la personne en situation d'addiction, ça peut être lourd parfois, et c'est un cheminement qui est spécifique, qui est encore distinct du handicap ou du grand âge, même s'il y a des liens avec la thématique du handicap. Les acteurs, donc, ils ne sont pas toujours coordonnés entre eux, ce qui fait que parfois c'est l'aidant qui fait le chef d'orchestre, même si on a désormais une tentative de rationaliser les outils de coordination. Et puis, le schéma n'est pas toujours très, très lisible pour le proche aidant qui a besoin d'être accompagné dans ce sens. La dernière conclusion, c'est celle selon laquelle les droits sont nombreux. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je vous parlais tout à l'heure, plus de 400 pages sur les droits. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais ces droits, ils varient. Ils varient selon la situation de la personne aidée. Ça ne va pas être la même chose si je suis proche aidant d'une personne âgée, aidant familial d'une personne handicapée ou que j'aide mon enfant. D'ailleurs, même au niveau du vocabulaire en droit, il y a des distinctions à faire. Et les droits varient également selon la situation de l'aidant, selon qu'il est étudiant, sans emploi, qu'il appartient à la fonction publique ou qu'il est soumis au droit du travail. Et même, par exemple, si on est soumis au droit du travail, on se rend compte que la faculté à mobiliser les droits, ça ne va pas être la même si je suis dans une toute petite entreprise avec 2 salariés ou si je suis dans une grande entreprise. Et il y a aussi des variations qui existent selon l'existence ou non d'une convention ou d'un accord collectif. Désormais, la négociation se développe sur cette thématique. Et donc, là encore, il y a des droits qui peuvent varier. Pour autant, les droits sont de plus en plus nombreux. Donc, ça peut concerner le répit, la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. On parlait tout à l'heure, par exemple, du congé proche aidant, la santé, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent et dont il faut avoir connaissance. Alors, que proposez-vous dans le cadre du diplôme interuniversitaire ? Alors, ce qu'on propose déjà, c'est d'essayer de prendre en considération un public assez large. Donc, le diplôme interuniversitaire, c'est un diplôme qui est ouvert à tout public.
Il suffit d'avoir un niveau bac et on a prévu quand même une dispense pour les personnes qui, après entretien, pour les personnes qui n'auraient pas le baccalauréat, pour justement permettre de tenir compte aussi de l'expérience qui a pu être engrangée. Et on est sur un public très large pour aussi permettre ces échanges entre les proches, les professionnels, les RH, parce que chacun aussi a gagné d'entendre l'autre. Donc ça nous paraît important qu'il y ait ces échanges. Et on est sur des toutes petites promotions, à savoir des promotions de maximum 16 personnes, avec l'idée qu'il y ait vraiment une liberté de parole, j'ai envie de dire, une proximité avec les enseignants, un effet de groupe en fait, et aussi un effet de réseau, parce que le réseau dans ce domaine, il est assez important. Donc en fait, c'est un diplôme ouvert à tous, puisqu'il n'y a pas de sélection. Et quelles sont les compétences que les proches aidants vont pouvoir développer? Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un aidant. Il y a la question de la définition qui est importante et pouvoir s'identifier. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aidants qui répondent à cette définition et qui, pour autant, ne se considèrent pas comme un proche aidant. Et du coup, c'est problématique en termes d'accès aux droits. Et ça, il faut l'entendre, que certains proches considèrent que l'aide est naturelle, qu'ils sont d'abord le conjoint, l'enfant, etc. Donc il y a une réflexion sur cette définition, sur les problématiques qui sont rencontrées au quotidien et aussi sur les enjeux liés à la représentation sociale qu'on se fait de l'aidant. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi un deuxième point sur la connaissance des pathologies, donc qui sont susceptibles d'affecter la personne aidée. Donc là aussi, on est assez large, que ce soit les addictions, le handicap, la maladie d'Alzheimer, etc., les maladies rares aussi. Un troisième point sur la connaissance et le repérage des différents acteurs de l'aide aux aidants, dont on a vu qu'ils sont nombreux. Et l'idée, là, c'est vraiment que le proche aidant puisse, à chaque fois, en fonction de sa problématique particulière, être capable d'identifier quel est l'acteur compétent, quel est celui qui va pouvoir venir en soutien et apporter une réponse construite pour justement éviter qu'il y ait cette errance en fait, dans l'accès aux aides. Bien sûr, un quatrième point consacré à la connaissance des différentes aides existantes et surtout pour que le proche aidant puisse être capable de les mobiliser concrètement. C'est-à-dire que c'est bien beau de connaître toutes les aides existantes, mais c'est aussi d'accord, j'ai besoin de cette aide, j'ai identifié que j'avais besoin de cette aide, comment je fais en pratique? C'est qui mon interlocuteur? C'est quoi la plateforme dématérialisée? De quoi j'ai besoin pour accéder à cette aide, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement dans la démarche elle-même. Être aussi accompagné dans la lignée de trajectoire d'aidant pour valoriser son expérience et ses compétences, parce que les aidants en ont et c'est vraiment un atout. Et d'ailleurs, je voudrais juste préciser ce point. Il y a des études qui sont réalisées pour les entreprises qui accompagnent et soutiennent leurs aidants. Certes, c'est un impact social auquel on pense spontanément, mais économiquement, c'est rentable. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis enfin, une dernière compétence sur la connaissance des bases en matière de communication et de médiation. Bon, même si, évidemment, on va pas faire des aidants des médiateurs, mais l'idée que d'avoir des connaissances de base, ça peut permettre de fluidifier les relations à la fois aidant-aidé, mais aussi avec les professionnels. Alors, on vient de voir les compétences. Et maintenant, quels sont les atouts de cette formation alors? Alors, je dirais qu'on a deux principaux atouts. Le premier, et c'est très important quand on s'adresse aux aidants, c'est celui de la flexibilité. Donc, la formation, elle a lieu 2 jours par mois. Et elle couple le présentiel et le distanciel, sachant qu'on a une possibilité d'aménagement du parcours en fonction des contraintes particulières de l'aidant. Donc on peut par exemple avoir des dispenses, et ça c'est permis par le fait qu'on a des supports de cours qui sont téléchargeables sur notre plateforme, donc des PowerPoint notamment, et les cours sont enregistrés, donc on peut avoir un système de replay, parce que moi dans ma formation, quasiment à chaque séquence, j'avais un aidant qui me disait écoutez, moi, j'ai eu le rendez-vous avec tel spécialiste, le grand ponte pour la personne aidée, et je ne peux pas venir en cours.
pas de problème, c'est filmé, on comprend tout à fait et vous pouvez ensuite rattraper au moment qui vous convient le mieux. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de suivre uniquement certains blocs de compétences parce que tous les aidants n'ont pas forcément le besoin d'avoir la formation en entier. Et donc, c'est aussi possible de picorer, j'ai envie de dire, dans les différentes unités d'enseignement. Le deuxième atout, c'est l'existence d'une forte spécialisation puisque les enseignants, ce sont à la fois des universitaires qui sont spécialisés dans différents domaines, donc avec vraiment de la pluridisciplinarité, droit, médecine, sociologie, psychologie, bien sûr, et aussi beaucoup de professionnels de terrain, et on a d'ailleurs des partenariats notamment avec l'association A3, des professionnels qui sont impliqués au quotidien dans le soutien aux aidants, qui ont, je dirais, un peu les mains dans le cambouis, et qui vont pouvoir aussi apporter leur expertise, et parfois nous dire « Ah bah oui, certes, ça, en théorie, dans le droit, ça existe, mais en pratique, il y a des points de blocage. » Et puis nous, ensuite, on peut aussi proposer des choses au niveau juridique pour essayer de lever ces différents points de blocage. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, si vous avez besoin de précisions sur les contenus, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse fpc-entreprise au pluriel @unif-amu.fr. Alors, la formation va démarrer cette année, je suppose. À quel moment elle démarre? Est-ce que vous avez déjà un effectif? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, déjà, ce n'est pas la première année de fonctionnement de la formation. Donc, elle a déjà commencé l'année passée, en janvier. Et là, on a les examens qui se sont terminés au mois d'août. Donc, on a une première promotion derrière nous, donc qui comprenait non seulement des aidants, mais aussi des acteurs, notamment du médico-social, qui étaient intéressés par cette formation. Et là, on va avoir une nouvelle formation qui va débuter, une nouvelle session de formation qui va débuter à partir de fin octobre. Donc, il est encore possible de s'inscrire et de venir vers nous pour avoir plus de précision, sachant que l'an passé, par exemple, on a eu des personnes qui ont découvert la formation un petit peu tard, un mois après le début. Et c'est vrai qu'avec le système de replay, on a pu permettre à ces personnes de raccrocher les wagons. Alors bon, évidemment, ça ne peut pas être trop tard dans l'année, mais ça permet, quand la personne se dit « tiens, c'est le bon moment, mince, j'ai loupé 2 jours de cours », ça permet d'accueillir de nouvelles personnes. Et on est bien sûr ravis de le faire. Oui, et puis ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette formation, ce qui est très spécifique, c'est qu'en fait, vous avez à la fois un contenu qui est adapté, mais également vous avez un rythme en fait qui est adapté à la population et adaptable aussi en fonction de leurs besoins. C'est assez unique quand même à l'université d'avoir un diplôme qui s'adapte comme ça, qui est flexible et qui peut accueillir du public quand bien même la formation a déjà commencé. Et c'est unique en France, non, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres universités qui portent ce type de diplôme ? Alors, il y a d'autres universités qui interviennent sur la thématique des aidants, par exemple à Lyon. Mais c'est vrai que nous, notre spécificité, c'est vraiment d'avoir une forte implication sur le côté juridique. Parce que c'est vrai que le côté juridique, ce n'est pas celui auquel les aidants pensent le premier. Alors même que c'est vraiment un vecteur de solution énorme, parce que avec les droits, on peut aussi avancer. Donc en effet, sur cette thématique-là, on a une position particulière. Et l'intérêt aussi, c'est que vu qu'on est sur un diplôme interuniversitaire, il est proposé non seulement sur le site d'Aix-en-Provence par l'Université d'Aix-Marseille, mais il peut aussi être suivi sur le site de l'Université du Littoral Côte d'Opale pour les personnes qui seraient dans la partie nord de la France. Donc il y avait aussi l'idée de couvrir le territoire véritablement avec un partenariat nord-sud. On vous souhaite de la réussite dans cette belle démarche, vraiment, et que les aidants soient présents avec vous pour cette année. Merci à vous. Merci. Bien, merci pour vos interventions riches et passionnantes.
Si 53% des aidants s'estiment mal informés sur leur rôle, j'espère que nous avons répondu à leurs questions. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi tous ensemble. L'aide des associations est bien évidemment aussi indispensable au quotidien pour leur donner du répit, leur apporter du soutien et pour qu'ils continuent à s'occuper de leurs proches. Merci à vous tous, à l'université, au CGD et puis aux associations ici présentes. Merci à vous.